Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Ils sont plongés dans l'obscurité, sont peuplés d'animaux tous plus étranges les uns que les autres et se situent à des kilomètres sous le niveau de la mer. Les grands fonds marins attisent convoitises et curiosité. D'un côté, l'industrie minière se bat pour obtenir le droit d'exploiter les ressources comme le cobalt ou le nickel, recherchés pour les batteries électriques ou les turbines d'éoliennes indispensables à la décarbonation de nos économies. Et de l'autre, des ONG ou des États qui s'y opposent, car ils craignent que cette activité minière ne ravage les écosystèmes marins. Le mouvement s'accélère avec une première demande d'exploitation dans les eaux internationales d'une entreprise canadienne attendue en juin. Aucune règle n'encadre les conditions d'exploitation des fonds marins dans ces eaux internationales qui pourraient déséquilibrer des écosystèmes justement essentiels à la séquestration du carbone. D'intenses négociations ont été relancées mi-mars pour tenter de mettre en place un code minier international. Pour en parler, sur le fil a invité Amélie Bottolier-Depoix, qui suit les négociations de l'AIFM, et Marjolaine Matabos, chercheuse en biologie marine à l'Ifremer. Sur le fil. Dans 20 000 lieues sous les mers, le film de Richard Fleischer de 1954, le capitaine Nemo rêvait, je cite, des mines de zinc, de fer, d'argent et d'or dont l'exploitation serait très certainement praticable. Aujourd'hui, la réalité semble rejoindre l'imagination de Jules Verne. Une compagnie minière canadienne, soutenue par le petit État insulaire de Nauru, espère ouvrir d'ici 2026 une zone d'exploitation dans le Pacifique. Là, on est dans des plaines abyssales. Donc, c'est des plaines comme on pourrait imaginer sur Terre, des grandes étendues plates, mais à plus de 3 km de profondeur. Il faut imaginer que c'est tout noir, il n'y a pas de lumière. Et donc, c'est pour ça que pendant des siècles, les scientifiques pensaient qu'il n'y avait pas de vie, que c'était un désert parce qu'il n'y avait pas de lumière. Et ça fait que quelques dizaines d'années qu'ils ont découvert que c'était pas le cas. Amélie Bottolier-Depoix suit les négociations organisées par l'Autorité internationale des fonds marins, l'AIFM, depuis New York. Les entreprises espèrent pouvoir récolter ce qu'on appelle les nodules polymétalliques. Donc, c'est des espèces de pommes de terre. Les scientifiques ou les entreprises parfois les appellent des galets de métaux. C'est des concrétions de métaux comme le cobalt que les entreprises considèrent comme nécessaires pour le développement des batteries des véhicules électriques, par exemple. Ce sont ces nodules qui intéressent l'entreprise canadienne The Metals Company qui veut exploiter une zone située entre Hawaï et le Mexique. Mais il existe d'autres richesses minérales, notamment au milieu de l'Atlantique, qui aiguisent également l'appétit des compagnies minières. On les appelle les cheminées hydrothermales. Là, c'est complètement différent. On est plus dans des zones de frottement des plaques tectoniques avec une activité volcanique. Et les cheminées, c'est des sortes de mini-montagnes de plusieurs dizaines de mètres de haut, un peu comme des stalagmites géantes, qui aussi contiennent des métaux. Mais là, il n'y a pas pour l'instant d'entreprise qui se soit signalée sur un projet d'exploitation dans un futur proche. Pour l'instant, des sociétés minières ou des organismes de recherche scientifique n'en sont qu'à la phase d'exploration des fonds et de leurs écosystèmes. Ces explorations ont été autorisées par l'AIFM. Jusqu'à présent, elle n'en a donné que 31 dans des zones très précises. Nadir de Nautil, nous sommes sur le fond, immersion 2390 mètres. À vous. Oui, bien reçu, sur le fond 2390. L'Ifremer, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, explore les grands fonds sur 2 zones, l'une dans l'Atlantique, l'autre dans le Pacifique. Le Nautil, un petit sous-marin habité, permet aux chercheurs de descendre à 6000 mètres de profondeur. Selon Marjolaine Matabos, chercheuse à l'Ifremer, tout ou presque est à découvrir. D'accord, donc l'objectif est toujours dans le... On a cartographié 25% des grands fonds. En termes d'écosystèmes qu'on a observés ou échantillonnés, on est à peine à 1%. C'est ridicule. Alors après, ces écosystèmes-là, ils ont été le sujet d'un peu plus de recherche scientifique, mais il y a des zones qui sont difficilement accessibles. On n'en connaît qu'une toute petite proportion. Et là, on ne peut pas dire laquelle. Vu qu'on n'a pas exploré encore d'autres zones, on n'a aucune idée de la distribution de ces écosystèmes. Donc c'est très difficile.
difficile. Et en termes de biodiversité marine, pour les grands fonds en général, on connaît plus de 200 000 espèces marines. Le grand recensement de biodiversité marine qu'il y a eu au début des années 2000, donc qui s'appelait le Census of Marine Life, dans son rapport final, a estimé qu'il restait peut-être entre 1 à 10 millions d'espèces à découvrir dans les grands fonds. Voilà à peu près les chiffres, donc parler de proportions, on sait vraiment très très peu. L'écosystème dans les zones des nodules est, selon la scientifique, fragile et leur exploitation pourrait avoir des conséquences bien au-delà des abysses. Au niveau des nodules polymétalliques, on va trouver une grande diversité de petits animaux dans le sédiment, qu'on retrouve au niveau de toutes les plaines abyssales, mais la présence des nodules eux-mêmes, en fait, vont créer un habitat qui vont favoriser l'installation d'espèces qui vont s'attacher, comme des éponges, des anémones, qui dépendent vraiment de la présence de ces nodules pour se développer. Et ces espèces, c'est des espèces filtreurs qui vont filtrer toute la matière qui vient aussi de la colonne d'eau, donc qui ont un rôle aussi dans la séquestration du carbone dans les grands fonds. Voilà, dès qu'on touche à un petit maillon, c'est tout un écosystème qu'on modifie et tout un environnement en fait. Amélie m'a précisé que dès sa création en 1994, l'AIFM a un double mandat, la protection d'une part et l'exploitation des fonds d'autre part. Un mandat de mise en place des règles d'exploitation des ressources des fonds marins, et en même temps un mandat de protection de l'environnement de ces fonds marins. Quand on regarde les deux mandats, la plupart des ONG considèrent que c'est totalement irréconciliable et qu'on ne peut pas faire les deux en même temps. Cela fait 10 ans que l'AIFM planche sur ce code minier censé établir les futures règles d'exploitation du plancher océanique en limitant les impacts pour protéger au mieux l'environnement. 169 États plus l'UE, sont membres de l'AIFM avec un grand absent, les États-Unis. L'autorité internationale devra tenter de mettre d'accord les pays qui poussent pour l'exploitation, ceux qui sont favorables à un moratoire et les autres. Au sein de l'AIFM, il y a deux forces et un milieu un peu flou. Donc on a d'un côté des États qui clairement poussent pour accélérer les négociations et lancer l'extraction. Donc évidemment, il y a Nauru qui sponsorise l'entreprise qui va déposer la première demande de contrat. Des pays comme la Norvège ou la Chine. À l'opposé, il y a un groupe de pays très opposés à l'exploitation, avec un petit cœur de pays qui réclament un moratoire sur toute activité d'extraction. Les ONG comptent environ une trentaine de pays. Ils demandent ou un moratoire ou une interdiction totale, comme le demande la France. Mais une trentaine sur 169 pays membres de l'AIFM, ils sont encore loin d'avoir une majorité. Malgré tout, c'est eux qui ont la dynamique. Et ces dernières années, leur nombre ne cesse d'augmenter. Et au milieu, il y a des dizaines de pays dont on ne sait pas trop quelle est la position. Pendant des années, beaucoup de pays ne venaient même pas aux réunions de l'AIFM. Les délégations n'y allaient pas parce qu'il ne se passait pas grand-chose. Les ONG de protection de l'environnement et les scientifiques sont très clairs. Tant qu'on n'a pas les connaissances suffisantes, on ne peut pas commencer une activité qui potentiellement pourrait détruire ces ressources. La position des chercheurs aujourd'hui, qui est assez unanime, c'est qu'on n'a pas la connaissance scientifique pour aujourd'hui dire où on peut aller, comment on peut le faire. Déjà, il n'y a pas la connaissance scientifique par rapport au fonctionnement des écosystèmes, tout simplement. Donc, pour pouvoir évaluer l'impact d'une exploitation commerciale d'une telle ampleur, il faut être capable de comprendre comment fonctionne l'écosystème, quelles espèces vivent là, quel est l'impact de l'écosystème lui-même sur l'océan global et la santé de l'océan. Et toutes ces données, on ne les a pas. Quant à la nécessité de devoir trouver des métaux critiques dans les fonds marins, car les stocks sur Terre ne seraient pas suffisants pour couvrir nos besoins, là non plus, la question n'est pas tranchée. Comme toutes les questions liées à l'extraction minière sous-marine, il n'y a pas de consensus. C'est-à-dire que l'industrie et un certain nombre d'États disent qu'il y a une vraie nécessité pour la transition énergétique d'aller exploiter ces minerais stratégiques. Et effectivement, ce sont des types de minerais qui sont nécessaires pour la construction des batteries, des véhicules électriques, des éoliennes, etc. La question, c'est est-ce qu'on a besoin de cela ou est-ce qu'on en trouvera suffisamment sur Terre? Et donc, il y a un certain nombre de scientifiques et d'experts qui considèrent qu'on n'a pas besoin d'aller chercher sous l'eau, au fond des mers, et qu'il y en a suffisamment dans les mines terrestres.
Il y a même un certain nombre de militants qui disent que la meilleure façon d'avoir suffisamment de métaux stratégiques pour cette transition énergétique, c'est de faire du recyclage de ceux qui existent déjà. Si l'AIFM ne parvient pas à finaliser le code minier avant la fin de la semaine, une nouvelle session de discussion est prévue en juillet. Merci de nous avoir écoutés. Sur le fil revient demain. Si vous avez aimé cet épisode, alors mettez-nous plein d'étoiles. Je suis Emmanuelle Bayon. À très bientôt.